Alors allez sur la page 18. Donc double-cliquez sur la page 18 de la palette page ou alors tapez en bas à gauche là de la fenêtre 18, touche entrée et ça vous montre la page 18. Elles sont numérotées. Il y a une numérotation automatique qui a été placée sur les pages. L'aspect de la numérotation ici n'est pas terrible du tout. Ça peut être retravaillé. En fait, tout le document peut être amélioré au niveau du design. C'est ça l'idée. C'est qu'on va aller vers le plus professionnel normalement. On va y arriver. Donc ne vous en faites pas si les titres sont pas terribles au niveau de leur aspect. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la mise en page, ça vous paraît sans doute pas terrible et vous auriez raison, ils sont pas terribles, les sous-titres non plus. Et le texte ici, ce qu'on appelle le corps du texte non plus, c'est pas terrible. Alors page 18, qu'est-ce qu'on a de particulier? Il y a cette encoche là. Ah ça c'est Zarbi. Pourquoi le texte comme ça? Eh bien, la réponse se trouve sur une autre page que vous avez peut-être déjà vue, la page 20, la page qui suit. Vous avez le même effet d'une image qui habille, une image qui repousse le texte. Allez sur la page 20 pour voir. Vous avez aussi la même chose à peu près sur la page 22, sauf que là, c'est une image qui a été détourée, c'est-à-dire qu'il y a de la transparence autour et voilà, le texte tourne vraiment autour de la cuisse de la bestiole ou de la tête. Donc c'est de l'habillage. Alors c'est le genre de chose qui est pas évident à faire dans Microsoft Word et dans InDesign c'est super facile à faire, l'habillage. Et donc c'est un peu ça la différence entre Word et InDesign. Word est un très bon logiciel, peu de gens l'ont étudié vraiment. Il peut faire énormément de choses, Microsoft Word, mais c'est plutôt un logiciel pour faire des documents secrétariat, entreprise, et InDesign, c'est plutôt pour faire des documents plus amusants, des brochures, des flyers, évidemment, ça peut aussi faire des documents sérieux, genre Word. Alors, si vous voulez, si on vous demande un jour de faire un document Word et que vous ne connaissez pas Microsoft Word, vous pouvez, si vous connaissez InDesign, le faire dans InDesign. Il suffit de connaître la procédure. On va la faire rapidement ici. On va la faire rapidement. Petite parenthèse ici, donc on va voir comment transformer un document InDesign en un document Word. Parce que parfois, une institution vous oblige à fournir un document Word. Vous ne pouvez pas fournir un PDF. Le PDF, c'est génial. Ça, InDesign génère des PDF, bien sûr. Mais, voilà. Alors, avant qu'on ne continue avec cette histoire d'habillage de texte, je vous montre donc comment faire un document Word au départ d'un document InDesign. Alors, ce que vous avez récupéré là tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. C'est-à-dire que la personne qui a fait le document InDesign, pour pouvoir le transporter vers un autre ordinateur, il a fait ce qu'on appelle un dossier d'assemblage, menu fichier assemblage. Et ça veut dire que InDesign a créé un dossier. Et dans ce dossier, il a mis les fontes utilisées par le document. Mais ici, normalement, il n'y a pas de problème, elles sont installées sur l'ordinateur. Et si elles ne le sont pas, ce sera surligné en rose dans le document InDesign. Les polices manquantes. Et c'est pas très grave, on peut quand même travailler le document InDesign même si la police n'est pas installée. Donc ici, surtout ne commencez pas à vous dire, tiens, il faut que j'installe les polices, comment est-ce qu'on fait, blablabla. Non, vous occupez pas, mais en tout cas, voilà, les fontes sont là. On a un dossier avec les liens, toutes les ressources. Typiquement ici, c'est des images. Donc, c'est ça le contenu d'un dossier d'assemblage. Un dossier fonte, un dossier avec des liens, c'est des images. Mais pas seulement, parce que dans InDesign, on peut aussi apporter des tableaux Excel. Donc, ça pourrait être des tableaux Excel qu'on retrouve dans le dossier Links. Ça pourrait être des documents Word. On peut aussi apporter des documents Word. Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre? Bon, j'ai oublié. C'est à peu près tout, quoi. Des documents de texte et des tableaux et des images. Mais la plupart du temps, vous allez trouver que des images dans les dossiers Links InDesign. Et dans le dossier d'assemblage, vous trouvez évidemment le document InDesign qui a été créé dans la version 2019 de InDesign. Vous êtes aussi dans la version 2019. C'est pour ça que quand vous avez double-cliqué sur le point INDD, sur le document qui termine par point INDD, vous avez pu ouvrir dans InDesign. Il n'y a pas eu de message d'erreur disant « Ah, ça a été créé dans une version plus récente de InDesign, impossible d'ouvrir. » Voilà.
Si vous aviez la version 2018 et je vous fournis un document 2019, il aurait fallu utiliser le IDML. Il est là pour ça. C'est pour ouvrir le document dans une ancienne version de InDesign. Ce qui n'est pas très conseillé, parce qu'il y a des choses qui peuvent bouger. On n'est pas sûr que toutes les images et le texte vont rester en place, mais enfin, techniquement, si on vous fournit un document 2019 et vous avez la version 2018 ou la version 2017, jusqu'à la version CS6, redescendre jusqu'à la version CS6, pas en dessous, hein, vous arriverez à ouvrir un document InDesign malgré tout avec le IDML. Et alors, le dossier d'assemblage, il a créé aussi, le créateur du document a fait le dossier d'assemblage et automatiquement, InDesign a mis dedans un PDF. Eh bien, vous allez double-cliquer sur le PDF et on va voir dans quel logiciel il s'ouvre chez vous. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Vous voyez, il y a un petit message, vous pouvez... Est-ce que vous avez un petit message? D'abord, est-ce que ça s'est ouvert dans Acrobat? Acrobat Pro, il n'est pas mis Acrobat Reader. C'est Acrobat, c'est la version professionnelle de Acrobat qui fait partie de la suite Creative Cloud et qui permet de modifier les PDF. Bon, il vous a mis un message quand vous avez ouvert? Non. Pas de message? Bon, chez moi, il a mis un message et j'ai dit commencer la préparation du contenu. Voilà. Enfin, peu importe. Alors, comment obtenir un document Word au départ d'un document InDesign? Ben, il faut l'exporter en PDF, c'est ce qui a été fait. Vous n'avez même pas dû le faire, hein, sinon c'est fichier exporté, PDF pour l'impression, et vous obtenez un PDF du document que vous avez fait. Mais là, il était déjà existant, le PDF. Il faut l'ouvrir dans Acrobat Pro, et dans Acrobat Pro, il faut faire fichier, enregistrer sous. Fichier enregistré sous, et... vous pouvez le mettre dans le dossier d'assemblage que vous avez ouvert tout à l'heure, c'est pas un problème. Dans le dossier d'assemblage, vous allez choisir d'exporter le document PDF au format Word. Document Word. OK, enregistré. Et ça vous crée un .docx. Oui, il est en train d'exporter le document et ça risque de prendre du temps. Mais enfin voilà, on reviendra un peu plus tard et normalement vous aurez un document docx lisible dans Microsoft Word. Voilà l'astuce, parce que si vous ne connaissez pas cette astuce et que vous devez fournir un document Word, soit vous le faites dans Word, c'est ennuyeux, surtout si on ne connaît pas Word. Bonjour les dégâts, surtout si vous devez mettre des images, etc. C'est un peu chipot. Ou alors, vous faites une recherche sur le web, convertir document InDesign en Word, et vous allez voir qu'il y a plein de convertisseurs en ligne. On vous propose d'envoyer votre PDF ou votre document InDesign, et puis ils vont vous le transformer en Word. C'est parfois payant, mais en fait non, tout est déjà là dans l'ordinateur pour le faire. Donc ton document Word est fait, et ça s'est ouvert dans le logiciel Page. Oui, c'est ça. Sur l'ordinateur Apple. C'est parce que apparemment les .docx sont prévus pour s'ouvrir dans Page, tout simplement. Donc il est pas certain que tu aies sur l'ordinateur un logiciel qui est capable de lire les documents Word. Donc je ne sais pas, peut-être que Word est installé. Si Word est installé, il suffit de fermer ce qui s'est ouvert dans Page, d'aller sur le fichier et faire un clic droit et demander ouvrir avec, et dans la liste qui arrive, choisir Microsoft Word. Alors pendant que Acrobat chez moi exporte en docx, vous voyez que c'est très lent, j'ai un ordinateur qui n'est pas rapide par rapport au vôtre. Hein. Vous, c'est déjà fini, moi, c'est toujours en train de le faire. Bon, pendant que c'est en train de faire ça chez moi, je vais retourner dans InDesign, vous retournez dans InDesign aussi, et on va parler justement de ces images qui habillent. Alors, là, je passe en affichage normal. Donc, je vous rappelle, c'est la touche W sur le clavier, ou alors vous utilisez les icônes dans le bas de la palette des outils. Avec la flèche noire, vous prenez la flèche noire, vous allez essayer de cliquer sur l'image et de la bouger. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Eh bien, ce n'est pas l'image qui s'active, c'est les blocs qui contiennent le texte. Les blocs qui contiennent le texte, c'est plutôt ennuyeux, ça. Quand on bouge, on voit que le bloc texte bouge. Bon, c'est foireux.
On annule. Commande Z. En fait, le document est créé en utilisant des calques. Chaque fois que vous devez mettre au même endroit différents éléments qui se superposent partiellement, faire des compositions, quoi, vous avez intérêt à utiliser les calques, que ce soit dans InDesign, Photoshop ou Illustrator, bien sûr. C'est ça l'intérêt des calques, c'est avoir accès facilement à des éléments malgré qu'ils sont au même endroit que d'autres. Et alors on va aller voir la palette des calques ici, vous allez dans le menu Fenêtre, Calque. Voilà, Fenêtre Calque, et vous voyez que il y a un calque pour les images et le texte, mais c'est des images normales. Ça, c'est le créateur du document qui a créé les calques et qui les a nommés comme ça. Et on organise chacun comme on veut. Si on travaille dans une boîte à plusieurs, il faut se mettre d'accord sur la manière dont on crée les calques, parce qu'il faut que quelqu'un de l'équipe puisse reprendre le travail d'un autre facilement et comprendre. D'accord? Mais si vous travaillez seul, vous vous organisez absolument comme vous voulez. Si vous voulez appeler ça sauce tomate et boulette, c'est bon, ça va pas poser de problème technique. Alors, il y a un calque spécial pour les images qui habillent. Ça pourrait être aussi des blocs texte qui habillent. Ça peut se faire. Eh bien, on va faire en sorte qu'on ne travaille que sur le calque habillage et que les autres soient verrouillés. Pour ça, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez sur le verrou ici en face de habillage, dans la palette de calque. Une fois, deux fois, voilà. Votre calque habillage est déverrouillé, les autres sont verrouillés. Ça marche comme ça aussi dans Illustrator et Photoshop. Pour arriver à travailler sur un seul calque et verrouiller tous les autres, Alt-clic sur le verrou, une fois, deux fois. Alors maintenant, avec la flèche noire, vous devriez être capable de prendre l'image. Alors vous cliquez, attention, hein, si vous cliquez sur le réticule central, vous avez indiqué à InDesign que vous voulez modifier le contenu du bloc. Et à ce moment-là, quand vous bougez, ça bouge l'image. Donc le bloc qui habille reste en place. C'est pas ce qu'on veut. Donc on annule dans ce cas-là. Je vous ai montré juste là, avec la flèche noire, si on clique sur le réticule central, on bouge le contenu du bloc, mais le bloc reste en place. Le contenu du bloc, c'est l'image. Donc on annule. Commande Z si vous avez fait ça. Et pour revenir travailler sur le bloc, une solution facile, c'est avec la flèche noire de cliquer à côté de la page. Comme ça, on a désactivé, on a désélectionné. Et on revient travailler sur l'image, mais cette fois-ci, on ne la prend pas par le réticule central, on la prend à côté. Et on ne double-clique pas, parce que ça revient au même. Si on double-clique, ça indique qu'on veut travailler sur le contenu. Moi, c'est le conteneur que je veux. Donc on prend ici. Vous voyez qu'il y a des marges d'habillage, d'ailleurs, on les voit. Une zone ici qui repousse le texte pour qu'il n'aille pas sur le bord d'image, sinon c'est foireux. Et alors, quand vous bougez cette image-là, vous arrivez à la placer et elle habille le texte. Bien sûr, on ne va pas la mettre au milieu d'un paragraphe, c'est foireux. Sinon, on doit lire la ligne là et on doit continuer de l'autre côté. Ça, c'est pourri, il faut vraiment être stupide pour faire ça. Voilà. Bon, testez, hein, vous pouvez tester de la mettre à différents endroits. Vous voyez qu'on peut faire des mises en page facilement. Donc, on vient de voir l'habillage. Enfin, vous avez vu comment on habille. Alors, l'image peut être évidemment replacée dans son bloc. C'est l'occasion de voir un peu pour ceux qui ne connaissent pas, et pour les autres, un petit rappel, comment est-ce qu'on manipule les choses. Il y a des gens qui pensent que la mise en page InDesign, c'est vachement plus simple que Photoshop. Ce n'est pas le cas, c'est 6 fois plus complexe que Photoshop. Je connais les 3 logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign, je les connais très bien. Je peux vous dire que Photoshop, des 3 logiciels, c'est le plus simple. Illustrator est 2 fois plus complexe, InDesign 6 fois plus complexe. Il y en a qui se disent, mais InDesign, c'est pour faire de l'impression. C'est simple. Eh bien non, il y a plein de choses à connaître. Et en plus, ça ne fait pas que l'impression, ça peut servir aussi à faire des applications, des magazines interactifs pour des tablettes et smartphones, plein de choses. C'est très large InDesign. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a certaines personnes qui connaissent Photoshop et qui se disent, tiens, je vais faire la mise en page, je vais me lancer dans InDesign. Super simple. Et dès les 5 premières minutes, ils sont coincés. Parce que quand ils essayent d'agrandir une image et de manipuler les images, ils n'y arrivent pas. Il faut connaître. Donc voilà le petit rappel. Avec la flèche noire, vous cliquez sur le réticule central. Vous êtes donc au niveau du contenu. Vous arrivez à agrandir et bouger le contenu avec l'outil de transformation manuelle. Activez-le. Outil de transformation manuelle. On prend une poignée. Vous le voyez les poignées. C'est vrai que c'est un peu subtil. Hein.
Avec le texte là qui est sur le côté, on ne le voit pas toujours très bien. En tout cas, voilà, avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir positionner au-dessus d'une poignée. Vous allez pouvoir enfoncer la touche Shift sur le clavier, la touche majuscule. Et pendant que vous l'avez enfoncé, vous allez bouger la poignée. Et vous voyez que vous agrandissez. Vous allez lâcher le bouton de la souris, puis la touche Shift. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'enfoncer la touche majuscule. Pourquoi on a enfoncé la touche majuscule, au fait? C'est pour garder les proportions. Vous pouvez réessayer autant de fois que vous voulez. Toujours avec la touche majuscule, vous agrandissez. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir bouger l'image sans enfoncer aucune touche avec la flèche noire. Avec l'outil de transformation manuelle, ça marche aussi. Donc on n'est même pas obligé de quitter l'outil de transformation manuelle, vous pouvez le garder activé. Vous allez pouvoir bouger. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du recadrage, parce que vous voyez les limites de l'image, elle est grande cette image. D'ailleurs, si vous gardez enfoncé le bouton de la souris pendant quelques secondes et puis vous bougez, vous la voyez, vous voyez les limites de l'image, vous voyez qu'elle dépasse du bloc. On ne voit qu'une partie de l'image. C'est très intéressant de faire du recadrage avec des images, des photos bêtement prises, sans réfléchir, des bêtes photos pas bien cadrées. Vous pouvez, dans InDesign, faire une mise en page avec des cadrages plus intéressants. Voilà. Ok. Bon, bah ça, c'était pour manipuler le contenu du bloc. Là, je fais la barre d'espacement pour bouger les pages sur l'écran, n'est-ce pas? C'est aller chercher la petite main, sauf qu'on ne va jamais la chercher. Quand on est un pro, on utilise le raccourci barre d'espacement et on bouge. Avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté pour désactiver le bloc sur lequel vous étiez en train de travailler. Et vous allez cliquer sur le bloc une fois, n'importe où, sauf sur le réticule central. Vous êtes en train de travailler cette fois-ci sur le conteneur, et non plus le contenu. Ce qui veut dire qu'avec la flèche noire, on peut agrandir le bloc. L'image à l'intérieur, vous voyez, elle ne bouge pas. C'est du recadrage, je suis en train de décider comment je recadre. Les poignées du coin aussi, ça marche. Bien sûr. Il faut laisser assez d'espace pour que les mots, là, ne soient pas complètement foireux. Ça, il faut y réfléchir. Hein. Voilà. Ok. Et avec l'outil de transformation manuelle, parce que là, j'étais avec la flèche noire, mais avec l'outil de transformation manuelle, si j'enfonce la touche majuscule et que je prends la poignée, je peux agrandir le bloc et son contenu en même temps. La touche Shift et l'outil de transformation manuelle. Voilà. Là, je pense que vous avez tout. Comment agrandir et bouger une image dans un bloc avec l'outil de transformation manuelle. C'est ce qu'on a vu juste avant. Comment agrandir un bloc et l'image ne bouge pas. C'est la flèche noire. Comment agrandir un bloc et l'image s'agrandit avec. C'est l'outil de transformation manuelle. En travaillant au niveau du bloc. Il y a deux niveaux sur lesquels on travaille, le contenu ou le conteneur. Et je vous rappelle que l'astuce, c'est chaque fois d'aller cliquer à côté de la page avec la flèche noire, puis cliquer sur le réticule central si je veux travailler sur le contenu. Flèche noire, je clique à côté de la page, puis cliquer sur le bloc n'importe où, sauf sur le réticule central si je veux travailler sur le conteneur. Voilà. Et on peut la replacer au milieu. En général, ça peut être sympa de placer au milieu de deux colonnes de texte comme ça, de placer une image. Ça peut être bien. Alors les pages sont construites sur base d'une grille. Vous voyez les repères de couleur cyan, bleu cyan. Bon, je remarque ici que j'ai un petit problème et je vais le régler tout de suite, mais vous n'avez sans doute pas ça chez vous. Avec la flèche noire, quand je clique sur le bloc ici... Ah oui, d'abord pour pouvoir cliquer sur les blocs texte, il faut que j'aille dans la palette des calques. Palette des calques qui est toujours affichée apparemment. Oui, il faut que j'aille indiquer que je veux travailler uniquement sur le calque image et texte. Donc touche Alt, clique une fois, deux fois,
touche Alt, clique une fois, deux fois sur le verrou en face de image et texte. Là, je travaille sur les blocs texte. Et je ne travaille plus sur l'image qui habille. Donc, je disais, avec la flèche noire, je clique sur le bloc qui est la colonne de gauche. Il est nickel, il est calé sur la grille, vous le voyez. Je clique sur le bloc qui est sur la colonne de droite. Il est décalé, il n'est pas sur la grille, je vais le remettre sur la grille, voilà. On avait le texte qui allait sur les images d'à côté, c'était foireux. Voilà, voilà. Alors, on va enregistrer le document sous un nouveau nom. Vous faites fichier enregistrer sous. Et dans le dossier que vous avez téléchargé, vous allez enregistrer le document. Vous allez changer simplement le nom ici. Mettre document 124. Enregistrer. Voilà. Comme ça, vous avez gardé ce que vous avez fait. Alors, je reviens dans Acrobat. Apparemment, Acrobat a exporté en document Word. Alors remarquez que dans InDesign, c'est un document double page qu'on a. Et dans Acrobat, il apparaît en tant que document simple page. Ça peut se changer quand vous êtes dans Acrobat. Menu affichage, affichage de page. 2 pages. Il y avait une couverture. La première page dans le document InDesign, c'était une page de droite, donc une couverture. Donc affichage, affichage de page. Il faut que ceci soit coché. Afficher la page de couverture en mode 2 pages. Comme ça, la première page s'affiche à droite dans le PDF. Donc vous voyez que voilà, on a un PDF qui s'affiche avec les pages en vis-à-vis. Page de gauche, les pages numéro pair sont à gauche. Les pages avec les numéros impairs, les pages de droite sont à droite. Et la première page est la page de couverture qui évidemment n'est pas encore fait de la couverture, mais enfin, voilà. D'accord ? Si vous voulez afficher un PDF qui est double page, l'afficher correctement dans Acrobat, c'est là qu'il faut aller. Affichage, affichage de page. Et 2 pages ici. Et couverture ou pas. Parce qu'il y a parfois des documents double page qui commencent par une page de gauche. Il n'y a pas de page de droite, la première page couverture. On peut régler de manière permanente le fait que quand on ouvre ce PDF, il s'ouvre en double page. Ne le faites pas ici, je vous montre, c'est juste une indication. Fichier propriété, on est bien dans Acrobat Pro, vous ne saurez pas faire ça dans Acrobat Reader, bien sûr. Il faut avoir la version Pro de Acrobat qui est livrée avec le Creative Cloud. Menu fichier propriété du document. Et là, vous avez vue initiale et vous allez pouvoir dire, tiens, vue initiale, je veux que dès qu'on ouvre le document, il soit en 2 pages avec page de couverture. Voilà. Vous pouvez aussi décider qu'il va s'ouvrir en mode plein écran. Il suffit d'enregistrer le PDF. Une fois que vous avez réglé les propriétés, fichier enregistré, donc on met à jour le PDF sur le disque dur. La fois suivante, quand on va l'ouvrir, il va s'ouvrir correctement, directement en double page et il va même se mettre plein écran, comme ça, voilà. Il ne s'est pas ouvert double page? Misère, pourquoi? Non, en plein écran, il ne veut pas se mettre double page. Donc si vous faites ça, ne faites pas le plein écran. Il faut l'ouvrir de manière normale dans une fenêtre, voilà. Bon, j'en étais au document Word. On va quand même aller jeter un coup d'œil. Le document Word qui a été exporté. Le doc X ici. Bon, visiblement, moi j'ai le petit W sur l'icône ici, ce qui veut dire que Word a été installé sur l'ordinateur. Je vais faire un commande O pour ouvrir dans Word. Alors, je vous dis tout de suite, les documents très complexes, il peut y avoir des bugs parfois. Et le document qu'on a était quand même assez chipot. Il y avait quand même pas mal de choses, de l'habillage, de la numérotation. Non, il n'y avait pas d'effet d'ombre sur la numérotation, donc ça devrait aller. Voyons un peu ça. Voilà, donc ça, je suis dans Word et je suis en train de voir le document InDesign. Et vous voyez que la mise en page qu'on avait dans InDesign a été conservée apparemment. Bon. Il faut juste indiquer à Word que la première page n'est pas une page de gauche, c'est une page de couverture, parce que là, tout est un peu foireux. Bon, c'est lourd, hein. Ah oui, il est en train de faire la correction orthographique, il est en train de surligner. Il y a des choses à corriger. C'est un document Word modifiable. On peut corriger un peu dans Word pour adapter. Donc voilà, vous avez l'astuce. Si on vous demande un document Word, vous ne connaissez pas Word, vous le faites dans InDesign, vous exportez un PDF et dans Acrobat Pro, vous enregistrez au format Word, document Word, docx.
Alors, dans le document ici, on va un peu s'intéresser aux titres et sous-titres. Donc, vous êtes sur la page 20, pas de problème. Donc, quand vous mettez le curseur texte n'importe où dans le titre, vous y arrivez. Il faut avoir évidemment déverrouillé le calque image et texte et verrouiller les autres. Donc, Alt-clic sur l'endroit du verrou en face de image et texte dans la palette des calques. Bon, là, vous devriez normalement arriver à mettre n'importe où le curseur texte dans le titre et InDesign vous indique dans la palette des styles de paragraphe quel est le style utilisé éventuellement, si ça utilise un style, quel est le style utilisé par ce titre. Alors on va aller voir la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Donc dans la palette des styles de paragraphe, menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe. Quand vous êtes là-dedans, vous voyez que le style utilisé est titre de premier niveau. Vous pouvez essayer aussi sur le bloc d'en dessous. Quand vous mettez le curseur dans un sous-titre, là, ben ça vous indique que le style utilisé par ce sous-titre, et par les autres d'ailleurs aussi, c'est titre de second niveau. Et dans le texte, quand vous mettez le curseur dans le texte, ah ben tiens, là ça marche pas. Ça veut dire que le corps du texte n'est pas, le style corps du texte n'est pas appliqué partout dans le document. Ben alors, on va l'appliquer. Vous êtes toujours sur la page 20, vous aussi, quand vous mettez le curseur sur la page 20 dans le paragraphe ici, vous avez aucun style qui se met en surbrillance. Ben, on va appliquer corps du texte, allez-y, corps du texte. Voilà. Même chose pour l'autre, là, en dessous, corps du texte. Ne faites pas ça dans tout le document. Faites ça juste sur la page de gauche, là, la page 20. Voilà, on peut sélectionner aussi plusieurs paragraphes d'un coup, bien sûr. Cliquez, glisser. Et corps du texte, voilà, c'est appliqué. Donc maintenant, quand je clique sur le corps du texte, c'est-à-dire le texte, ce qu'on appelle le body en anglais, le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, et bien chaque fois, c'est corps du texte qui se met en surbrillance. Si je clique dans un sous-titre, c'est sous-titre. Si je clique dans un titre, c'est titre de premier niveau. Voilà, voilà, c'est parfait. Et donc, les styles de paragraphes, ben, c'est comme dans Word, c'est comme dans tous les logiciels de mise en page ou de traitement de texte, ça sert à télécommander des modifications sur plein d'éléments qui sont dans le document, d'un coup. C'est une espèce de télécommande pour modifier, évidemment. Eh bien, on va essayer ça. Alors, enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Fichier enregistré sous, et je vais renommer le document ici. Faites-le aussi. Donc toujours dans le dossier de départ de tout à l'heure, c'est bien. Bien, alors on va modifier certaines choses ici. On va modifier les sous-titres dans tout le document. Donc on n'a pas besoin que quelque chose soit sélectionné en particulier. Vous allez prendre la flèche noire et cliquer à côté de la page, rien n'est sélectionné du coup. Et vous allez double-cliquer sur le style qui s'appelle titre de second niveau, double-cliquer à droite de son nom ici. Et ça devrait faire apparaître une boîte. Vous allez pouvoir voir en temps réel derrière ce que ça donne si vous cochez la case aperçue. Cochez la case aperçue. Alors une des premières choses que je vais faire ici, c'est créer un caractère spécial pour le... Non, une couleur spéciale pour les sous-titres. Alors on va aller à la partie couleur des caractères. Couleur des caractères dans la modification du style qui s'appelle titre de second niveau, donc les sous-titres. Alors, il y a déjà des couleurs qui sont dans le nuancier, mais je voudrais faire finalement une couleur spécialement pour les sous-titres. Comme ça, par la suite, si je veux modifier la couleur des sous-titres, j'aurai qu'à modifier la couleur dans le nuancier, vous allez voir, c'est facile, ça peut être bien. Donc, couleur des caractères, on va cliquer sur l'échantillon ici de couleur. On va créer une nouvelle couleur, donc. Nouvelle couleur, créer n'importe quoi comme couleur. Alors, si vous voulez une couleur vive, ce serait bien de passer en RVB, puisque de toute façon, même si on fait des choses RVB dans le document InDesign, à l'exportation PDF, on peut les convertir en CMJN pour l'impression s'il faut. Donc faites ce que vous voulez au niveau de la couleur. Donc mode RVB. On va décocher, nommer selon la valeur chromatique, et on va appeler ça couleur
Titre second niveau. Titre au pluriel. Voilà. C'est la couleur des titres de second niveau. Donc j'ai décoché nommé selon la valeur chromatique, donc j'ai pu mettre le nom que je voulais à la couleur. J'ai fait une couleur RVB, donc ça veut dire qu'elle peut être très vive si on veut. Voilà. On vous indique ici avec le petit carré. Attention, quand tu vas imprimer cette couleur, en offset, 4 couleurs. C'est une technique d'impression chez l'imprimeur, l'offset. Ça va ternir. Par contre, si on imprime sur une imprimante jet d'encre, elle sera peut-être aussi vive que ça. Parce que c'est meilleur, le jet d'encre. Mais c'est pas prévu pour faire des impressions de milliers d'exemplaires. C'est pas la même approche. Donc c'est pas grave, là je vais de toute façon dire, voilà, la couleur est là. Est-ce que vous la voyez apparaître dans la liste? C'est bien, parce que parfois il faut quitter le réglage couleur de caractère et revenir dedans pour que la couleur apparaisse dans la liste. Mais là, elle apparaissait directement, c'est parfait, je la choisis. Voilà, et elle est appliquée. C'est bien. Alors, au niveau de la taille des caractères, tant qu'on y est, on va modifier la taille des caractères. Voilà, on va modifier, on est toujours dans les options du style paragraphe, titre de second niveau. On vient de modifier la couleur des caractères, on a même créé une couleur spécialement pour les titres de second niveau. Vous allez voir que par la suite, ça peut servir pour modifier. Alors, l'idée en mise en page, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir directement un document nickel. Vous pouvez faire vos pages, placer les titres, les textes, les images. Vous avez un document qui est complet, et s'il y a urgence, il est même prêt à être imprimé, mais il n'est peut-être pas très joli. Et une fois que vous avez tout fait, grâce au style de paragraphe, vous allez pouvoir modifier, tester différentes couleurs de titres, de sous-titres, différentes dimensions, différentes polices, différentes fontes, donc, et améliorer. Alors, au passage, vous voyez que dans mon style de paragraphe, dans mon réglage des styles de paragraphe, j'ai plein de fonctionnalités. Ruby, Tacheshuiko, etc. La prononciation, je ne garantis pas. Ah, ah. Vous savez ce que c'est? C'est les caractères japonais. Donc j'ai ajouté, et c'est gratuit, tout le monde peut le faire, j'ai ajouté des fonctionnalités pour faire des documents japonais. Les Ruby, je crois que ce sont des petits caractères qui se mettent dans un texte pour donner des explications. Et qui ne sont pas nécessairement couleur Ruby. Enfin voilà, donc ça c'est pour vous expliquer pourquoi ma liste est longue, plus longue que la vôtre. Mais de toute façon, on ne va pas faire des documents avec des fonctionnalités japonaises ici. Alors, format de caractère de base. Ça c'est donc pour les sous-titres. Vous pouvez tester, diminuer la taille des sous-titres éventuellement. On était en 18, si on passe en 16, ben, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Un truc qui serait bien... Est-ce que ce serait peut-être pas bien que la deuxième ligne commence sous la première lettre de la première ligne? On va faire ça. Donc, c'est dans... C'est dans quoi d'ailleurs? Dans retrait et espacement. On va d'abord pousser tout le paragraphe. Donc, puisque dans InDesign, un titre est un paragraphe, c'est bizarre. Normalement, un paragraphe, c'est plusieurs lignes. Vous connaissez la notion de paragraphe. C'est de moins en moins connu. Apparemment, en école secondaire, on voit de moins en moins cette notion de paragraphe, en tout cas dans certaines écoles. Donc, c'est pour ça que je demande, parce que parfois, voilà, je parle de paragraphe et parfois on ne comprend pas de quoi je parle. Donc, on va d'abord repousser tout le titre vers la droite. Voilà, par exemple, 8. OK, il a été repoussé vers la droite. Et vous voyez qu'on a une fonction retrait de la première ligne. Vous allez pouvoir lui faire un retrait négatif. Donc, elle va revenir vers la gauche. Voilà. Bon, c'est toujours pas suffisant, mais il va falloir augmenter. Je vais essayer 12 et moins 12. Bon, ben on peut dire que c'est à peu près bon, ça. Alors, visuellement, c'est pas nickel nécessairement. Hein. Donc, attention, je ne suis pas en train de dire c'est exactement ça qu'il faut faire. Je suis en train de vous montrer qu'on peut manipuler comme ça. Voilà. La police de caractère peut être modifiée aussi. Donc, dans format de caractère de base, je peux cliquer sur ici le nom de la police. Bien sûr, vous avez le menu ici. Bon, le menu ne montre pas la police, c'est dommage. Pour choisir la police, on peut imprimer ce qu'on appelle le livre des polices. Le livre des polices, c'est sur l'ordinateur, qu'on soit sur Windows ou sur Mac.
Fontbook, aussi ça s'appelle évidemment dans la version anglaise, c'est la possibilité d'imprimer toutes les polices de caractère qui sont installées sur l'ordinateur. Et ça permet de les choisir facilement. Sinon, on a aussi les polices en ligne. On peut utiliser des Google Fonts ou des Typekit de Adobe. Donc ce sont des polices en ligne, vous connaissez peut-être, ceux qui font du web. Si on veut des polices spéciales sur les sites web, on utilise les Google Fonts, notamment. Ici, avec la flèche, vous avez deux flèches qui sont haut et bas sur le clavier. Vous voyez, vous en avez même quatre, il y a même une flèche gauche et droite. Vous allez pouvoir passer en revue les polices et regarder ce que ça donne. Mais bien sûr, si vous en avez des centaines, c'est un peu foireux. Il vaut mieux choisir autrement. Alors oui, certaines polices de caractère sont prévues pour de l'anglais. Elles n'ont pas les lettres accentuées, raison pour laquelle on a ici, voilà, police manquante. Oui, il y a des polices qui sont prévues, voilà. Je ne sais pas laquelle c'est qu'il y a des petits carrés partout, mais il y a certainement une raison à ça. C'est qu'elle doit utiliser autre chose que des lettres, peut-être. Ah oui, c'est celle-là. C'est quoi? Ah, ben c'est des emojis. Voilà. Donc, il y a certains caractères qui doivent être tapés et pas des lettres, apparemment. Voilà, donc, écoutez, vous choisissez des titres avec des caractères à empattement ou des caractères bâtons, c'est vous qui voyez. Vous voyez, les empattements, c'est les petites pattes qui sont là au bout des lettres. Vous les voyez? Oui. Comme dans le corps du texte, il y a des empattements. Vous pouvez aussi choisir une police bâton, une police sans empattement. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Attention, choisissez pas n'importe quoi comme police non plus, parce que il y en a qui sont pas terribles. Notamment ici, voilà, American Typewriter. C'est la police qui fait un peu machine à écrire. Il faut avoir une bonne raison de le faire. Si vous parlez, si c'est un... voilà, vous parlez d'un meurtre, et ça va être le policier qui écrit voilà, le rapport du policier. Pourquoi pas, mais il faut que ce soit un rapport, quoi. Hein. Même chose ici, voilà, ça fait penser... c'est quoi encore, ça? Oui, ça fait penser un peu à l'histoire anglaise 18e, 17e siècle peut-être, non? Donc on n'utilise pas une police de manière anodine. D'accord? Ça doit être en rapport avec le sujet. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est comme les polices gothiques. On a tendance, quand on est débutant en infographie, à aimer les polices gothiques. Et vous voyez ce que c'est, hein, les polices allemandes, là. C'est foireux, quoi. C'est vraiment... Ok. Alors, mon ordinateur ici est assez lent, mais ça a l'air de quand même passer. Bon, voilà, je vais finalement me revenir éventuellement sur Arial Black. Non, c'est à éviter, ça. Pas évident. Voilà, bon, si je veux donner un côté moderne au document, voilà, ça c'est une police qui fait penser à la modernité, à tout ce qui est électronique. Il va peut-être falloir modifier la taille. Bon, peu importe la police que vous avez choisie chez vous, vous êtes libre de choisir là ce que vous voulez. Ok, alors notez que dans les titres, il n'y a aucun mot qui va se couper parce que précédemment, quand on a fait le style sous-titre, dans le réglage césure, le coupure de mots, on a été désactivé la coupure de mots. Et ça, c'est quand même bien pour des titres. Par contre, pour le document, dans le corps du texte, il peut y avoir des mots qui sont coupés. Ça, dans le style du corps du texte, il y a des documents qui sont coupés, des mots qui sont coupés, je veux dire. Des mots qui sont coupés, voilà. On a même fait en sorte que les tirets débordent un peu du bloc. Ça, c'est une petite astuce pour avoir une typographie très valable. Ok. Bien, ça c'est la modification donc du style, pas mal. Voilà, alors, si je veux modifier la couleur du caractère des sous-titres, ben oui, je peux retourner dans titre de second niveau. Mais, vu que j'ai créé une couleur, elle se retrouve dans le nuancier, alors faites apparaître le nuancier s'il n'apparaît pas sur l'écran, donc menu fenêtre, couleur, nuancier, fenêtre, couleur, nuancier, et dans le nuancier, vous avez
la couleur des titres de second niveau. Vous pouvez double-cliquer sur elle. Il y a une boîte qui s'ouvre. Vous pouvez cocher la case aperçu. Et je vous rappelle qu'on l'a fait pour tous les sous-titres dans tout le document. C'est pas seulement sur la page qu'on est en train de regarder là. Hein. La couleur. Elle a changé pour tous les sous-titres. Voilà, et vous allez pouvoir, avec la case aperçu, directement voir ce que ça donne. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand on change la couleur des sous-titres? Ok, si vous avez trouvé une couleur qui vous plaît, superbe. Couleur un peu terre cuite, dans mon cas. Mais vous voulez tester, tiens, si on la fait plus claire ou plus foncée. Vous connaissez l'astuce? Dans tous les logiciels Adobe, Illustrator, Photoshop, InDesign, vous pouvez enfoncer la touche majuscule, la touche Shift, et prendre n'importe lequel des trois curseurs qui n'est pas à 0 ou au maximum. Il n'y en a aucun qui est à 0 ou au maximum là. Et avec la touche majuscule, vous pouvez bouger, et vous arrivez à modifier la luminosité de la couleur. Ça reste couleur terre cuite, mais différentes intensités, dans mon cas. D'accord? Donc ça, bonne astuce, la touche majuscule et prendre un des trois curseurs ou un des quatre, si on est en train de faire une couleur quadri, ça modifie l'intensité lumineuse. Ok. Autre chose, si je veux du gris, je vais redouble-cliquer sur la couleur, je vais mettre les curseurs à fond, ça fait du blanc, bah, les sous-titres ne sont plus visibles du coup. Hein. On voit encore les petits points qui indiquent les espaces, parce qu'on a demandé d'afficher les caractères masqués, c'est dans le bas du menu texte. On a demandé d'afficher les balises quand on est en affichage normal. Pas en affichage aperçu, mais en affichage normal. On voit les balises d'espace et les balises de fin de paragraphe, etc. Donc voilà, les titres sont en blanc. Alors, il vaudrait peut-être mieux que je mette 240 partout. Voilà. Ensuite, avec la touche majuscule, je peux bouger les trois curseurs et je décide de l'intensité de gris. Vous voyez, quand on a les trois lumières rouge, vert, bleu en même temps à quantité égale, ça fait du gris. C'est comme ça qu'on fait du gris avec du RVB. Voilà. Et c'est classieux le gris. Ça peut être bien. Ça peut être bien d'avoir à la place du noir, d'avoir du gris foncé. Bien sûr, on ne va pas le faire jamais pour le corps du texte, parce que là, il faut absolument de l'encre noire, parce que les caractères sont tellement petits, il faut que ce soit super précis. Parce que le problème, si vous faites du texte qui n'est pas tout à fait noir, c'est que ça va être à l'impression tramé. Il va y avoir des petits points de trame, vous voyez, pour arriver à créer, avec de l'encre noire, créer du gris différent. Vous voyez le système du tramage? Ça vous dit quelque chose? Donc c'est valable mettre du presque noir sur du texte, ok pour des sous-titres, pour des titres, mais jamais pour le corps du texte. Il faut que ça reste de l'encre noire super précise. Voilà, je vous ai tapé ici offset, c'est la technique de l'imprimeur, et screen, ça veut dire tramage. Comme ça, vous voyez ce que c'est un tramage pour ceux qui ne connaissent pas. C'est les petits points. Voyons un peu cette image-là qui a l'air pas mal. Voilà. Vous avez le tramage offset habituel. Alors sur l'imprimante jet d'encre, c'est un tramage aléatoire et rarement on le trouve en impression chez l'imprimeur, mais c'est vraiment extrêmement rare. C'est même plus d'actualité, je pense. Voilà, chez l'imprimeur, vous aurez toujours ces petits points de trame. Voilà, c'est ça le problème quand vous mettez. Si vous mettez votre corps du texte autrement qu'en noir, vous le mettez en gris foncé, il va devenir grumeleux à cause des points de trame qui vont essayer de recréer les gris. Ok. Donc sur les imprimantes jet d'encre, vous avez du tramage aléatoire qui n'est pas régulier comme en offset. Et ici, c'est l'offset particulier, Frequency Modulation, Screen Offset, mais c'est vraiment, ça vaut pas la peine d'en parler, c'est juste parce que l'image est là. Voilà, sinon le tramage, c'est ça. Encore la même chose, du tramage régulier habituel à gauche, et du tramage comme sur une imprimante jet d'encre, aléatoire, ou comme sur l'impression spéciale qu'on rencontre jamais chez les imprimeurs, très rarement le tramage stochastique, on appelle ça aussi, stochastique, aléatoire. Ok,
Donc vous avez vu pour les couleurs, c'est pas mal. Donc un document peut être adapté comme ça. Un document peut être adapté, c'est bien. On va enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Et on va terminer par juste quelque chose ici, c'est abaisser le titre, les grands titres, les abaisser, les rapprocher des paragraphes qui sont en dessous d'eux. Ok, alors, le document ici est construit, mais c'est pour les débutants. C'est pas vraiment un document pour les pros de InDesign. Et normalement, dans un document pour les pros de InDesign, les grands titres sont dans le même bloc que les sous-titres et le corps du texte. Et quand on veut faire 2 colonnes, on fait un seul bloc et on met 2 colonnes dans le bloc. Ça, c'est les pros de InDesign qui font comme ça. Ici, c'est un document où les choses sont bien séparées dans différents blocs et c'est plus facile quand on est débutant. Et donc, les grands titres, là, vous voyez, ils sont dans leur propre bloc avec la flèche noire. Je peux les déplacer. Ils ont été calés sur la grille qui permet d'avoir une structure dans le document. Voilà, je l'ai remis en place. Alors, si je veux abaisser le titre, le faire plus proche, parce que je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, on verra mieux ça en affichage aperçu. On verra mieux que... Il faut le sentir, c'est un peu comme une peinture. La mise en page, c'est comme ça. Quand vous faites un dessin, une peinture, une composition, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent déjà les arts graphiques, vous positionnez les éléments par rapport aux autres de manière à ce que ce soit harmonieux. À un certain moment, si vous avez une sensibilité, vous vous dites « Ah, là, cet élément par rapport à celui-là, voilà, ça c'est pas mal comme ensemble, c'est une belle composition. » Eh bien, c'est la même chose en mise en page. Vous devez faire abstraction du texte et voir les pages comme si c'était un peu une composition. Et vous pourriez vous dire, tiens, là, ce serait peut-être mieux si le titre était plus bas, les grands titres plus proches de ce qui se trouve en dessous. Ça, en plus, ça va faire plus d'espace au-dessus et les espaces blancs dans une mise en page apportent un côté luxueux intéressant. Plus vous voulez donner un côté luxueux à la mise en page, plus vous devez faire des espaces, des emplacements dans les pages où il n'y a rien. Plus vous voulez faire bas de gamme, plus vous faites du remplissage partout. Alors figurez-vous que pour arriver à abaisser le titre, on ne va pas le faire par les styles de paragraphes qui concernent les titres de premier niveau. On va le faire par la modification des blocs qui contiennent les titres. Alors vous allez cliquer à côté de la page, rien n'est activé. Vous cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez dans menu fenêtre, style, style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Et dans les styles d'objets, oui, parce qu'il y a des styles pour les mots, c'est les styles de caractères. Il y a des styles pour les paragraphes, c'est les styles de paragraphes, mais il y a aussi des styles pour les blocs, c'est les styles d'objets. Il y a en fait un style d'objet qui est spécialement prévu pour les titres. Et ça s'appelle titre en début de page. Vous allez double-cliquer à droite du nom ici, le titre en début de page. Vous allez cocher la case aperçu. Dans les options générales de bloc de texte, vous voyez que le texte actuellement est prévu pour être centré dans le bloc. Le texte est prévu pour se centrer dans la hauteur du bloc. C'est ce qui est indiqué ici. Justification verticale, alignement centré. Alors pour arriver à abaisser le titre, il y a plein de solutions. En voilà une, vous allez casser la chaîne qui permet de modifier d'un coup les 4 marges gauche, droite, au bas de l'intérieur du bloc. Donc la chaîne est cassée. Et vous allez ajouter la marge au-dessus. Voilà. En ajoutant la marge au-dessus, vous devriez voir que le titre descend. C'est logique. Voilà, j'ai ajouté 9 mm. Je l'ai vu parce que la case aperçue est cochée, on a vu que le titre descend. Et maintenant, on clique sur OK. Sur toutes les pages, les titres sont descendus. Sur toutes les pages, les titres sont descendus dans leur bloc. Ils sont plus proches du texte qui suit et c'est plus harmonieux. Voilà. Je vous disais, petit à petit, on améliore le document. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le document nickel dès le départ. Ne soyez pas perfectionniste. Le perfectionnisme est une qualité. Pas du tout. C'est vu comme une qualité. Mais c'est une horreur en entreprise. Ça va contre la productivité, ça va contre la créativité. Ne soyez pas perfectionniste. Ce qu'il faut, c'est faire le boulot
comme il faut, bien, les perfectionnistes finissent toujours par détruire leur œuvre, parce qu'ils ne sont jamais contents. C'est une horreur en entreprise, les perfectionnistes. Ce qu'il faut, c'est des gens qui savent travailler vite et faire les choses bien. Bien, ça veut dire que le client est content. Ok.